Alors, les trois types de séances PMA, d'accord. La première, la PMA classique, la grande classique, d'accord. Euh, voyons, d'abord, la PMA, vous l'avez compris, se base sur la qualité de la séance. C'est vraiment, c'est pas une séance, on met le cul sur la selle, on va rouler, puis on verra bien. Non, c'est vraiment une séance où vous avez l'habitude à la meilleure cyclosportive, au club privé, tout ça, où vraiment il faut avoir un thème d'entraînement et s'y tenir, d'accord. Donc, voici les indicateurs de qualité. D'abord, c'est un travail de puissance PMA, d'accord. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut se tester de plusieurs manières, dont celle de faire un effort maximum pendant 5 minutes, et on voit la puissance moyenne qu'on a réussi à tenir. C'est un moyen de l'évaluer, mais l'objectif de base, ben, c'est de pouvoir maintenir sa puissance maximale aérobie le plus longtemps possible, soit d'augmenter sa puissance maximale aérobie. C'est ça la clé. D'accord. Donc, si j'ai un capteur de puissance pendant que je m'entraîne, c'est le top. D'accord. Donc, soit sur un vélo ergonomique, soit sur mon vélo, ben, je vais pouvoir me caler. Si ma PMA elle est à 350, je vais pouvoir me caler là-dessus et rouler là-dessus pendant des temps précis. Alors, il y a différents protocoles de test. Je vous en donne un, d'accord. Mais vous avez d'abord les protocoles de test médico-sportifs, sachant que, sauf dans des centres médico-sportifs où là ils ont l'habitude, si vous allez chez un médecin du sport un peu de quartier, il aura du mal à effectuer vraiment une vraie séance, ils ont du mal à vous pousser à fond, etc. D'accord. Mais voilà, comme ça au moins vous le savez. Mais sur un vrai centre médico-sportif, donc sur un vélo ergonomique avec avec capteur de puissance, d'accord. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire des paliers de 20 à 50 watts. Alors, chaque minute. Donc, vous partez, mettons, après un bon échauffement et demandez surtout, parce que ça, surtout, c'est souvent mal fait, ou alors, où vous échauffez avant, c'est ce que je vous conseille. Et puis, quand vous venez, vous leur demandez à pouvoir faire au moins 10 minutes d'échauffement, parce que des fois, ben, ça les saoule, ils n'ont pas le temps, ils doivent faire du débit. Mais bon, c'est antinomique avec le fait de vouloir faire une performance maximum. Faites un bon échauffement, et ensuite, ben, si vous connaissez un petit peu, vous partez de 150 ou 200 watts selon votre niveau, d'accord. Et ensuite, ben, vous augmentez de 20 à 50 watts toutes les minutes, d'accord. Souvent, c'est pas vous qui choisissez le protocole, c'est le centre qui a un protocole. Et qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va augmenter comme ça toutes les minutes. Donc, vous êtes parti à 150, 170, 190. Bon, vous arrivez, vous chauffez, machin, mais vous arrivez à maintenir. Maintenir, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que vous arrivez à maintenir la puissance, mettons, de 250 pendant toute la minute. Et à force de monter, ben, il y a un moment où on va mettre une puissance, où vous allez pouvoir la tenir les quelques secondes, mais à la fin, vous n'allez plus pouvoir la tenir. Donc là, on prendra le dernier palier. Certains vont faire jusqu'à une espèce de truc arithmétique. Si vous avez tenu que 30 secondes, ils prennent la moitié des watts et ils les rajoutent. Bon, voilà, ok, d'accord. L'idée, c'est d'avoir un ordre de grandeur. Sachant que, il faut le savoir, aucun capteur de puissance n'est plus fiable qu'un autre. C'est pour ça qu'il faut s'entraîner toujours avec le même capteur de puissance. Donc, quand on le fait sur un vélo ergonomique, ça donne un ordre de grandeur, ok. Mais après, idéalement, il faudrait le faire avec son propre capteur de puissance, parce que d'un capteur de puissance, même de la même marque à l'autre, il y a des écarts de puissance. Donc le dernier palier maintenu est défini comme la puissance maximale aérobie. S'il y a une fiabilité de 5 à 10%, d'accord. Comme je vous l'ai dit, l'idée c'est d'avoir un ordre de grandeur. Vous pouvez le faire sur Home Trainer, d'accord. C'est la même chose si vous avez un capteur de puissance. C'est le même genre de protocole, sauf que vous pouvez faire, vous, votre protocole. Et ça peut être sympa, parce que ça, c'est moins exigeant que si vous faisiez 5 minutes à bloc. Et ça peut être quelque chose d'intéressant de faire un test, mettons, tous les 15 jours, pour voir si vous avez pris en puissance. Vous avez le protocole PMA sur le terrain, sans capteur, d'accord. Donc ça, moi, c'est quelque chose que j'affectionne, parce qu'on peut directement l'appliquer. Et je vais vous expliquer également comment, si vous n'avez pas de capteur, vous pouvez tout à fait vous entraîner à PMA. Donc, trouvez une cote régulière sur 3 à 5 minutes, d'accord. Donc, on a tous des cotes proches de chez nous, pas trop loin de chez nous, d'accord, avec une pente assez régulière.
entre 3 et 5%, d'accord. De préférence que la route soit assez régulière sur cette partie-là. Et puis, vous allez faire un contre-la-montre de 3 à 5 minutes sur cette côte-là. Vous calculez la vitesse moyenne. Alors, idéal, ça serait par rapport au poids, parce que c'est sûr que si vous perdez du poids après, votre PMA, votre puissance, en fait, elle peut ne pas augmenter. Si vous maintenez la même puissance moyenne, la même moyenne, alors que vous perdez du poids, votre puissance, elle diminue. Si vous perdez du poids, vous devez augmenter votre vitesse. Mais si vous augmentez votre vitesse moyenne, vous pourriez croire que vous augmentez votre puissance. J'espère que je n'ai pas été trop compliqué, mais l'idée, c'est que votre vitesse moyenne devienne votre repère de PMA. Okay, mais observez bien la variation de poids, ça veut dire aussi quelque chose. Je peux gagner 1 ou 2 km/h, si je perds 5 kg, je n'ai pas augmenté ma PMA. D'accord? J'ai augmenté ma vitesse moyenne. C'est bien, c'est chouette, mais je n'ai pas augmenté ma PMA. Et là, ça peut me poser des questions sur le fait de, tiens, j'ai perdu du poids, mais je n'augmente pas ma puissance. Est-ce que je suis en train de bouffer du muscle? Ensuite, pendant les entraînements, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre cette même pente, d'accord? Si vous n'avez pas de capteur de puissance et que vous voulez vous entraîner de manière qualitative en PMA, vous prenez cette même pente et vous faites un fractionné sur cette pente. C'est-à-dire, par exemple, vous faites une accélération sur 30 secondes que vous mesurez avec un point de départ, un point d'arrivée, d'accord? Et puis, le temps de récupération, vous faites demi-tour, vous revenez au point de départ et vous repartez. Alors, certains me disent, ouais, mais Nico, du coup, je ne fais pas 30 secondes, je fais plutôt 40 secondes de récupération. C'est pas très grave. Déjà, vous faites l'ensemble du protocole, vous avez 90% qui est bon. Donc, vous faites de la qualité, il n'y a aucun problème, d'accord? Mais voilà, sur cette même pente, vous définissez des repères. Alors, soit ça peut être 30 secondes, donc vous mettez, je ne sais pas moi, une 100, 200 mètres, d'accord? Vous mettez des marques, puis vous mettez des marques après tous les 5-10 mètres avant, 5-10 mètres après, et ça vous permet de voir que peut-être qu'en 30 secondes, vous améliorez votre vitesse, d'accord? Ou alors vous essayez à chaque fois de calculer la vitesse moyenne, mais ça demande un petit calcul à chaque fois. Donc, l'objectif, c'est de viser la vitesse moyenne du test, d'accord? Donc, si, je vais dire n'importe quoi, mais sur la pente de 3-4%, vous avez fait sur 5 minutes une vitesse moyenne de 24 km/h. Très bien. Vous allez partir sur vos séances de fractionné de 30 secondes, sur le même endroit, à 24 km/h. Okay? Pourquoi? Parce que si vous partez à bloc de chez à bloc, vous allez pouvoir peut-être faire la première à 29 km/h. Mais la deuxième, vous aurez complètement toxiné parce qu'en fait, vous n'aurez pas fait du 100% PMA, mais du 130 ou 150% PMA. Et c'est pas ce qu'on veut faire. Autant pour le prélatique, on a un long temps de récupération, c'est pas gênant. Mais là, il faut être précis pour pouvoir faire le plus de répétitions possible. D'accord? Donc justement, on récupère dans la descente, comme je vous l'ai dit, et cela permet de maîtriser son effort et de ne pas se griller. Parce que souvent, il y en a certains qui me disent, Nico, moi, j'ai essayé, mais au bout de 3, je suis complètement explosé, je récupère 10 minutes, mais après, je reprends, j'en peux plus. Pourquoi? Parce que si vous avez vraiment aucun repère, ou si vous prenez que le repère de la fréquence cardiaque, vous comprenez bien que la fréquence cardiaque, elle va mettre un temps pour augmenter à 100%, et ça va être difficile d'évaluer votre niveau d'effort. On va s'en servir comme un indicateur de la qualité de la fréquence cardiaque, je vais vous en parler, mais attention, ce qui va vous permettre de faire de la PMA de qualité, ça va être ça. Bien évidemment, si vous avez un capteur de puissance, c'est encore plus simple, vous savez que votre PMA est à 350 ou à 300, vous faites vos 30 secondes à 300, pas plus. Les premières pourront presque vous sembler faciles, okay, mais vous allez voir très vite que, au bout d'un certain temps, ça devient difficile et que petit à petit, votre fréquence cardiaque augmente. Donc, je reviens aux séances classiques, d'accord, puisqu'on voit trois types de séances. Ce sont des séances où l'effort et le contre-effort sont égaux. Classiquement, c'est le 20-20, le 30-30, le 40-40, etc. jusqu'à 1 minute, 1 minute. En général, plus on débute dans le fractionné ou plus on est en début de saison, plus on va faire du 20-20. Plus on est en forme et plus on est proche d'un objectif, plus on va faire du 1 minute, 1 minute. Mais ce n'est pas rigoureusement vrai. Si vous cherchez à améliorer votre PMA, c'est-à-dire passer de 300 à 320, 330, ça peut être intéressant de faire plutôt des séances courtes. Par contre, si vous voulez augmenter votre temps de soutien, c'est intéressant de faire des séances avec un schéma plutôt 50-50, 1 minute, 1 minute.
L'objectif est d'aller chercher la FC max. Pourquoi? Parce que la FC max, c'est quand même ce qui nous permet de dire que là, on utilise pleinement son potentiel. Je suis désolé, mais si votre FC max est à 180 et que vous arrivez à monter qu'à 170, 171, 172, vous n'utilisez pas votre plein potentiel. Alors on peut dire que l'hiver, ou quand il fait très chaud, ou quand il y a de la fatigue, c'est normal, etc. Très bien, mais il y a quand même un moment, quand on travaille la PMA de manière qualitative, donc après les périodes d'adaptation, les périodes de progressivité, etc., l'objectif, ça doit être aller chercher la FC max en utilisant un phénomène qui est bien connu des physiologistes, c'est la dérive cardiaque. Donc la dérive cardiaque, qu'est-ce que c'est? Ben là, je vous ai pris une courbe d'effort. D'accord? Donc classiquement, ben là, vous voyez, on a un fractionné. OK? Alors, sachant qu'il y a un petit temps, si j'avais mis la courbe de puissance, eh bien, ici, il y aura un petit temps de décalage. OK? Entre la fréquence cardiaque, elle va mettre un petit temps décalé. Mais c'est pas grave. Ce qui va nous intéresser, c'est de voir le pic juste à la fin, ou quelques secondes hein, après la fin de l'effort maximum. Et on va s'apercevoir qu'au fur et à mesure, alors vous voyez que c'est pas complètement linéaire parce qu'on est des êtres humains, d'accord? On peut en avoir de droits qui baissent un petit peu, mais c'est un tout petit peu, hein? Et puis qui augmente, qui augmente, qui augmente, qui augmente, qui augmente. D'accord? Donc ça, c'est clairement une bonne courbe de travail de la PMA. C'est-à-dire qu'on va être sur un niveau de puissance connu. Et à force de faire les répétitions, le cœur va monter quasiment tout seul de lui-même si on maintient le même niveau de puissance. D'accord? Ça, j'espère que vous comprenez, c'est fondamental. La qualité, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est quand on va se rendre compte qu'au bout d'un certain temps, de certaines répétitions, on aurait une baisse, mais qui continue, on n'arrive pas à maintenir notre puissance. D'abord, notre puissance, c'est la référence. Ensuite, la fréquence cardiaque qui n'arrive plus à monter. Ben, on va faire une pause. Tant pis si on avait prévu d'en faire 10 et qu'on n'en fait que 5, c'est pas grave. On fait une pause et on recommence plus tard de manière à arriver au nombre de répétitions qu'on a prévu. D'accord? Encore une fois, le nombre de répétitions que j'ai prévu, si je veux augmenter mon temps de soutien, je peux partir sur une base de 10 et après, ben, l'objectif, ça va être d'arriver à 15 de manière progressive, peut-être en passant par 12, 14, 16, etc. Mais si je l'ai fait en 3 fois 3 séries de 5 ou en 4 fois 4 séries de 4, c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Quand la FC max, la fréquence cardiaque ne monte plus, on arrête la séance. D'accord? J'aurais pu mettre, je ne suis pas sûr d'avoir mis après, mais quand on n'arrive plus à soutenir le niveau de puissance qu'on a défini, donc soit avec mon capteur de puissance, 300 watts, ben, j'arrive plus à monter à 300 watts, je plafonne, je suis à 290, puis ça baisse. Bon, ben là, je fais plus de la qualité, j'arrête. Je récupère 10-15 minutes. S'il me faut plus, c'est pas grave. Et je refais une série, tant que j'arrive à maintenir mon 290. Si j'ai pas de capteur de puissance, eh bien, je vais, mettons, faire ma vitesse moyenne sur le parcours. Ma vitesse, donc je vais voir, ben, sur le parcours de 30 secondes, je maintiens 24 km/h par exemple. Je le maintiens. Eh bien, tant que je le maintiens, c'est bon. Si j'arrive plus à monter à 24, mais que je monte à 22, et puis je vois que ça baisse à 21, j'arrête mon truc. Ou alors, si j'ai prévu quelque chose de chronométré, ben, sur les 30 secondes, mon parcours que j'ai fait là et qui fait 200 mètres, je le fais en 30 secondes d'habitude. Ben là, j'arrive plus à le faire 30 secondes, ça fait 35, ça monte, etc. Eh bien, j'arrête, je récupère et je recommence 5 minutes après. Alors, pour Emery qui pose une question très pertinente, quand on arrive à FC Max, on arrête ou on arrête seulement quand on n'arrive plus à la tenir? On arrête quand on n'arrive plus à la tenir. D'accord? Sauf que, attention Emery, des fois, on peut avoir une super journée, être en bonne forme et être capable de faire 10 répétitions à FC Max quasiment, d'accord? Et puis la fois d'après, fatigue oblige, etc. On n'en fait plus que 5, c'est pas grave, on récupère et on en refait 5 derrière. Il n'y a aucun problème. Richard, la progressivité de la FC Max me va bien. Ben, c'est super, c'est la clé. Alors mon Robert, je dois en fin de série être à 172 FC. 172, c'est à FC Max, Robert, je ne sais pas. Alors, donc, comme je vous le disais,
Hein. Quand l'AFC max ne monte plus, on arrête. On fait une récupération de 10 à 20 minutes. On reprend une nouvelle série avec l'objectif de faire augmenter l'AFC max. Alors au début, pareil, au début, elle peut mettre 5 répétitions avant de monter AFC max. Et vous allez voir que quand vous êtes en forme et quand vous avez l'habitude de cet effort, que vous allez mieux connaître votre corps et votre organisme, elle va peut-être monter en 2 ou 3 répétitions seulement. C'est génial, d'accord? Et puis des fois, vous serez fatigué, elle mettra plus, elle mettra 5 ou 6. C'est pas grave. Ce qu'il faut comprendre, c'est vraiment le principe, parce que je vois trop de mecs qui écoutent leur entraîneur bêtement, qui font les séries, et ça n'a aucun intérêt, aucune efficacité de faire ça. Alors, je réponds vite aux questions, et puis après, gardez-les pour la fin, d'accord? Donc, Stéphane me dit, juste question, si l'on doit s'arrêter au milieu de la série pour la reprendre, quelle allure doit-on malgré tout maintenir? 50-70%? Quand on interrompt, on fait une séance de récupération, enfin une intensité de récupération, donc ouais, 50-70%, tranquille. Didier me dit, parcours plat, est-ce possible? Parcours plat, c'est possible, d'accord, avec un gros braquet, avec de l'intensité. Bon, en général, un petit faux plat montant, ça dépend de ton niveau de puissance, d'accord, mais c'est parfaitement possible sur des parcours plats ou semi-plats, idéalement avec du vent bien face dans la tronche. Alors, ensuite, très important, à la fin de votre entraînement, faites-vous un espèce de tableau de suivi de vos séances de fractionner pour voir l'évolution et la fameuse progressivité. Donc notez quoi? Notez le nombre total de répétitions, peu importe le nombre de séries que vous avez fait avec les coupures ou pas, vous notez le nombre total de répétitions en temps d'effort. Vous notez les temps de contre-effort pour savoir si vous le diminuez ou pas, hein, ou est-ce que vous augmentez le nombre de répétitions ou alors le temps d'effort, est-ce que vous diminuez le temps de contre-effort. La FC max atteinte, c'est-à-dire que quel FC max vous avez atteint et sur combien de répétitions. Enfin, choisir un de ces 3 critères comme étant le critère de progrès. Comme je vous l'ai dit, ça doit être planifié et progressif, donc ne choisis pas d'augmenter tous les critères en même temps. J'ai des athlètes qui me disent « Ouais, je comprends pas, je suis crevé, je me suis grillé. » On regarde ces trucs, il a essayé d'augmenter le nombre de répétitions, diminuer le temps de contre-effort et d'essayer de maintenir sa FC max sur un plus grand nombre de séries. Forcément, il s'est pété, quoi. C'est logique. Faites un graphique pour voir l'évolution, c'est ce qu'il y a le plus de stimulant et de motivant. Vous faites un graphique, vous mettez sur le frigo et vous avez un suivi de la variable que vous avez choisi de faire augmenter. À la limite, vous n'avez pas besoin de les noter toutes, mais au moins vous faites un graphique sur la variable qui vous semble être pour vous la plus importante. Alors pour bien démarrer les intervalles classiques, commencez avec du 20-20. D'accord? C'est relativement facile. C'est vrai qu'il y a peu de temps de récupération, mais il y a peu de temps d'effort aussi. Vous en faites quelques-unes. Essayez de vous rapprocher. L'objectif numéro 1, ça va être de faire des répétitions pour vous rapprocher de la FC max, le plus près possible de votre FC max. D'accord? Donc Robert, j'ai bien compris que c'était 172. Ben toi, à la fin, tu dois être à 172. Ok? Et si ça met beaucoup de temps, c'est un indicateur souvent de quoi? Je vous le dis, que vous êtes fatigué. Donc c'est-à-dire que vous ne faites pas bien la récupération en dehors de vos séances de PMA, vous travaillez trop dur et donc vous ne pouvez pas faire la qualité à vos PMA, ça ne sert à rien. Faites-le sur 10 à 15 répétitions, commencez plutôt par 10, d'accord? En 2 ou 3, voire même 4 séries, il n'y a aucun problème. Puis après, augmentez le nombre de temps d'effort ou de contre-effort, ou alors le nombre de répétitions. Après, deuxième type de séance de PMA, c'est les variations programmées. Par définition, l'entraînement en fractionné a pour but de stresser l'organisme, de l'obliger à s'adapter. Mais vous comprenez bien que si vous faites que du classique 20-20, 30-30, vous tombez dans une espèce de routine. Même si ceux qui ont fait du fractionné disent « Ouais, la routine en fractionné, attention, c'est intense, on en chie. » Mais quand même. Donc ça peut être bien, après une période d'adaptation, voire une période de classique, pourquoi pas, de faire une semaine ou 2 semaines en variation programmée. Alors qu'est-ce que c'est la variation programmée? Eh bien, on va augmenter l'adaptation de l'organisme au lactate, d'accord, en faisant
des variations dans les programmations de temps d'effort et de contre-effort. Je vais vous donner des exemples, d'accord? Mais l'idéal, c'est idéal pour commencer le fractionné en s'amusant, parce que c'est pas répétitif toujours la même chose, et c'est idéal pour affûter sa préparation. Donc c'est-à-dire qu'après une période on va dire de séance classique, vous faites ça, vous passez encore à un niveau supérieur. Par contre, dans ce type d'entraînement, le cardio n'est plus un bon indicateur. Même la recherche de FC Max, c'est plus tellement un bon indicateur. Donc là, il faut que vous ayez vraiment un indicateur de puissance. Alors, les schémas des séances, ça peut être quoi? La pyramide classique. La pyramide classique, qu'est-ce que c'est? Ben, on va faire du 10-10, 20-20, 30-30, 20-20, 10-10. Donc, vous voyez, ça fait une espèce de pyramide. On connaît ça en natation, par exemple. Et éventuellement, on peut le recommencer derrière ou se limiter à une. Parce que, vous allez voir, c'est plus amusant, ça passe plus vite, mais malgré tout, c'est plus exigeant que le fractionné normal. Ensuite, vous avez la descente classique. La descente classique, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on va partir, par exemple, sur du 1 minute, 50-50, 40-40, 30-30, 20-20, 10-10. Ça, c'est très exigeant, mais si vous voulez, comme on a commencé par le 1 minute, au fur et à mesure qu'on descend, on voit l'arrivée proche, on se tire un peu plus dessus, on va un petit peu plus loin, c'est intéressant. Donc ça peut être bien. Moi, c'est ce que je préconise, même si des fois j'ai fait des enregistrements, vous verrez, certains, il y a des séries qui s'enchaînent, d'autres, moi ce que je vous conseille, c'est de faire juste une série, une descente ou une pyramide, vous arrêtez, 10, 15 minutes de récupération et vous recommencez une classique, une descente ou une pyramide classique. Ensuite, vous avez la minute progressive. Alors ça, c'est plutôt expert, c'est vraiment de l'affûtage, c'est vraiment ce qu'il y a de très exigeant, mais de très très efficace. Donc ça, c'est quoi? On va faire 10 secondes de temps d'effort, 50 de contre-effort. 20 secondes d'effort, plus que 40 de récupération. 30-30, et après 40 d'effort, 20 de récupération seulement, et on enchaîne avec 50 d'effort, 10 de récupération seulement. Après ça, je vous conseille de faire une récupération de 15 à 20 minutes et de reprendre une autre série si vous voulez. Au passage, si j'ai le temps de vous faire les 3 enregistrements et que vous les avez, ou que vous voulez vous le programmer, vous pouvez très bien programmer une première série comme ça, une deuxième comme ça, une troisième comme ça. Plus vous mettez de la variété, mieux c'est excellent. D'accord? Vous pouvez faire une première séance dans la semaine en pyramide, une deuxième séance, on verra, de récupération en vélocité, et une troisième séance, donc une deuxième séance de fractionné avec un autre schéma. Ça, c'est extrêmement riche pour l'adaptation de l'organisme et aussi, mentalement, ça évite les routines. Enfin, le troisième type de séance, ce sont les simulations de course. Alors, soit en salle, soit en extérieur, mais ça présente plusieurs avantages. Ça permet d'améliorer encore plus l'adaptation de l'organisme au lactique. D'accord? De préparer le mental et le physique à la course. Pourquoi? Parce que si vous voulez, la grosse différence qu'il y a à la course et par rapport aux entraînements qu'on a vus juste avant, les entraînements juste avant, vous savez ce qui va se passer. C'est du 30-30, c'est du 20-20. Même quand c'est la pyramide, vous le savez. Or, dans une course, les accélérations, vous ne savez pas à quel moment c'est fait. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir des schémas qui vous surprennent, que vous ne pouvez pas anticiper à l'avance. Donc, on dit que ce sont des schémas aléatoires d'accélération, récupération. Il n'y a pas d'anticipation, mais juste du temps de réaction, donc une adaptation plus intense et instantanée. Donc, on a les séances de type RPM en salle, d'accord? Vous avez un prof qui décide de vous faire 15 secondes d'accélération, et puis 15 secondes de récupération, puis d'un coup 30, et puis d'un coup il revient à 15, et puis d'un coup il part sur 1 minute, d'un coup vous avez 2 minutes de récupération, vous ne savez pas ce qui se passe, c'est comme ça pour une course, on subit les accélérations dans un premier temps avant qu'on les provoque soi-même. Vous avez aussi des enregistrements au dos, donc je vais normalement vous en faire un, mais il ne sera pas en route tout de suite, je vous le dis tout de suite, mais par contre je vais vous en faire un type RPM, où vous aurez, que vous pourrez mettre par contre en extérieur, donc ça c'est très bien, c'est intéressant, et vous le mettez sur l'oreille, et là, comme c'est aléatoire, vous ne savez pas à quoi vous devez vous attendre, et paf, d'un coup accélération. Et enfin, vous avez la simulation avec d'autres cyclistes ou un autre cycliste. Vous dites à un autre cycliste, d'un même niveau que vous ou d'un niveau supérieur, dit, est-ce que tu peux me faire
voilà, des schémas de simulation, c'est toi qui décides, et moi je dois te suivre et m'adapter. Ça, c'est très très efficace. Encore une fois, on a entre le classique, les répétitions programmées et la simulation de course, on a comme ça une échelle progressive de l'efficacité. Mais il faut se préparer. La 3 nécessite la 2 et la 1. Ensuite, vous avez aussi, en dernier ressort, la simulation fartlek. C'est-à-dire que vous pouvez dire, voilà, j'ai un petit parcours, il n'y a pas de grosses côtes, mais il y a des variations. Et chaque fois qu'il y a des variations de pente, qu'il y a un panneau, qu'il y a un lampadaire, qu'il y a un virage, le terrain devient une occasion de faire un sprint sur 15, 20, 30, 1 minute, d'accord, et de récupérer assez peu. Donc comment on fait ça? C'est très simple. On choisit un repère lointain, on ne sait pas bien évaluer le temps, mais on s'en fout. On choisit un repère lointain et on dit, on fait une accélération. Quand on arrive à ce repère, on regarde un repère lointain, on dit, je récupère jusque-là. Et ainsi de suite. Et ça permet de faire des fractionnés relativement pas anticipés parce que, voilà, ça varie d'une fois sur l'autre. Donc, la séance de simulation de course type RPM en salle, enregistrement audio, excusez-moi, et simulation de cycliste, et voilà, on revient là-dessus.